Module 1. Présentation du produit et installation. Ce module est le socle de votre apprentissage. Nous allons explorer pourquoi les antivirus classiques ne suffisent plus et comment l'architecture de FortiEDR s'organise pour protéger une entreprise, de l'installation à la communication réseau. Leçon 1.1 Technologie FortiEDR et protection en couche. Pour l'introduction, imaginez un coffre-fort. Un antivirus classique est une serrure. Si vous avez la clé, c'est-à-dire la signature du virus, il s'ouvre. Mais si un voleur utilise un outil inconnu pour percer le mur, la serrure ne sert à rien. FortiEDR est un système de capteurs de mouvement à l'intérieur du coffre. Même si le voleur entre, ses actions et ses mouvements le trahissent et le bloquent instantanément. L'objectif d'apprentissage est de décrire l'approche de protection multicouche de FortiEDR et son rôle dans la Security Fabric de Fortinet. Nous allons détailler les deux phases critiques, la prévention avant l'exécution et la détection pendant l'exécution. Concernant le contenu détaillé, analysons d'abord la limite des antivirus traditionnels ou Legacy AV. Ils reposent sur des bases de données de virus connus. Si le virus est créé il y a 5 minutes, ce qu'on appelle un zero day, ils sont aveugles. La première couche de FortiEDR est la protection pré-infection, ou NGAV. FortiEDR utilise l'apprentissage automatique pour analyser le code d'un fichier avant qu'il ne s'ouvre. Il compare les caractéristiques du fichier à des millions d'échantillons malveillants connus par FortiGuard. La seconde couche est la protection post-infection, appelée détection comportementale. C'est la spécialité de FortiEDR. Il surveille le système d'exploitation. Si un programme tente de modifier des fichiers système ou de chiffrer des documents, ce qui est un comportement type ransomware, FortiEDR bloque l'opération directement en mémoire avant que le dommage ne soit fait. Enfin, l'intégration Security Fabric permet à FortiEDR de communiquer avec le FortiGate. Si un ordinateur est infecté, le FortiEDR prévient le FortiGate qui peut alors isoler l'ordinateur du reste du réseau automatiquement. Prenons un exemple pratique. Un employé reçoit un email avec une pièce jointe nommée facture.exe. Le fichier n'est jamais été vu par aucun antivirus au monde. L'employé clique. FortiEDR analyse le comportement. Le programme tente d'injecter du code dans explorer.exe. FortiEDR identifie une tentative de vol de credentials. Résultat, le blocage est basé sur le comportement, donc l'action suspecte, et non sur le nom ou la signature du fichier. Pour l'engagement interactif, je vous propose l'activité suivante. Créer un tableau bouncer ou videur de boîte de nuit. Listez 3 critères qu'un videur vérifie à l'entrée pour la phase de pré-infection et 3 comportements qu'il surveille à l'intérieur de la salle pour la phase de post-infection. Passons à l'évaluation. La question est la suivante. Pourquoi FortiEDR est-il capable de stopper un ransomware 0D qu'un antivirus classique ne voit pas ? La solution est que FortiEDR ne cherche pas à reconnaître l'identité du virus, mais il surveille les actions malveillantes comme le chiffrement massif de fichiers. Dès que l'action commence, il la stoppe net. Leçon 1.2 Architecture et communication réseau. Pour l'introduction, imaginez que pour qu'une radio fonctionne, vous avez besoin d'une antenne, d'un émetteur et d'un studio. Dans FortiEDR, si les composants ne peuvent pas se parler à cause d'un pare-feu fermé, votre protection est sourde et aveugle. L'objectif est d'identifier les composants comme le collector, le core, l'agrégator et le manager, ainsi que leurs ports de communication. Dans le contenu détaillé, le premier composant est le collector. C'est l'agent installé sur Windows, Mac ou Linux. Il consomme moins de 1% de processeur. Son rôle est de collecter les événements et d'appliquer les blocages. Ensuite, l'agrégator est le point de passage. Il reçoit les données des milliers de collectors et les transmet au core. Il gère aussi les mises à jour des agents. Le troisième composant est le core, le cerveau. C'est ici que l'intelligence réside. Il analyse les événements envoyés par l'agrégator et décide si une action est malveillante ou non. Enfin, le Central Manager est la console, votre interface de gestion pour créer vos politiques de sécurité. Concernant les flux et les ports critiques, retenez que du collector vers l'agrégator, on utilise le port TCP 553. C'est le flux le plus important. De la console vers le core ou l'agrégator, on utilise les ports 443 ou 8081. Enfin, du core vers le FortiCloud, on utilise le port 443. Voici un exemple pratique. Vous installez un collector sur l'ordinateur d'un utilisateur, mais il apparaît comme déconnecté dans la console.
Votre action de dépannage consiste à vérifier si l'ordinateur peut pinguer l'adresse IP de l'agrégateur, puis vérifier si un pare-feu local bloque le port 555. La solution est que dans 90% des cas, le port 555 est fermé sur le réseau interne. L'ouverture du port rétablit la connexion instantanément. Pour l'activité interactive, dessinez le trajet d'une alerte. Partez du collector, passez par l'agrégateur, arrivez au core et finissez sur le manager. Notez bien le port 555 sur la première étape. L'évaluation est un exercice à choix multiples. Quel composant est responsable de la décision finale de bloquer un processus? A. Le central manager, B. Le core, C. L'agrégateur. La solution est la réponse B. Le core. C'est le moteur d'analyse qui détient l'intelligence de décision. Leçon 1.3 Configuration système et installation. En introduction, rappelez-vous que vous ne mettriez pas un moteur de Formule 1 dans une petite citadine. Pour FortiEDR, la puissance du serveur doit correspondre au nombre d'ordinateurs à protéger. L'objectif est de planifier un déploiement et de comprendre la migration vers Ubuntu. Détaillons le contenu. Pour le dimensionnement ou sizing, retenez que pour une petite entreprise de moins de 1000 agents, on peut tout installer sur un ou deux serveurs. Pour une grande entreprise de 10 000 agents, il faut séparer les rôles et plusieurs agrégateurs sont nécessaires pour répartir la charge. Concernant les systèmes d'exploitation supportés, FortiEDR tournait anciennement sur CentOS. Attention, la version 7.0 nécessite impérativement Ubuntu 20.04 ou 22.04 LTS. C'est un changement majeur pour la stabilité. Les étapes d'installation simplifiées sont: étape 1, installer la base de données PostgreSQL. Étape 2, installer le Central Manager. Étape 3, installer le core et l'agrégateur. Étape 4, créer l'installateur du collector et le déployer sur les postes. Exemple pratique. Une entreprise à 5000 employés. Combien d'agrégateurs recommandez-vous, sachant qu'un agrégateur supporte environ 2500 à 3000 agents pour être fluide? La solution est qu'il faut au minimum 2 agrégateurs pour assurer la performance et la haute disponibilité. Pour l'activité, rédigez une checklist de préinstallation comprenant l'OS, la RAM minimale, comme 16 Go pour un core, et la liste des 3 ports réseau vus précédemment. L'évaluation pose la question suivante. Quel est le système d'exploitation recommandé pour installer les composants serveurs de FortiEDR 7.0? La solution est Ubuntu Linux. La version 7.0 a migré de CentOS vers Ubuntu pour un support à long terme. Conclusion du module 1. Excellent travail! Vous avez maintenant une vue d'ensemble claire. Vous savez que FortiEDR surveille les comportements, qu'il utilise le port 553 pour communiquer et qu'il s'installe sur Ubuntu. Ravi de vous revoir, je suis Zora et nous continuons ce parcours avec votre instructeur Rabbi Oussama. Après avoir compris comment FortiEDR fonctionne et comment l'installer, nous allons maintenant apprendre à tenir les rênes du système. Dans ce module, nous allons voir comment gérer les accès et comment organiser le système pour plusieurs entités. Module 2. Administration et multi-tenancy. Ce module traite du cycle de vie administratif, des licences, de la sécurité d'accès et du multi-tenancy. Leçon 2.1. Licence et administration des utilisateurs. En introduction, imaginez que vous gérez un grand hôtel. Vous avez des clients, des agents de sécurité et des gestionnaires. Vous ne donneriez pas les clés de toutes les chambres à la personne de l'accueil. On distribue des rôles précis. L'objectif est de configurer les comptes, comprendre les licences et mettre en place la double authentification. Pour le contenu, la gestion des licences fonctionne par siège. Un siège égale un ordinateur protégé. Si vous avez 500 licences, vous pouvez installer 500 collectors. Concernant les rôles d'utilisateur, l'admin a tous les droits. L'analyste peut traiter les alertes sans changer la configuration et le View Only ne peut que consulter les rapports. Pour la sécurité des accès, il est obligatoire d'activer la double authentification, ou 2FA, en utilisant par exemple un FortiToken. Exemple pratique. Vous recrutez un stagiaire. Il doit surveiller les alertes, mais ne doit pas pouvoir désactiver la protection. L'action est d'aller dans Administration, puis Users, et de lui assigner le rôle Restricted Security Analyst. La solution est que le stagiaire pourra voir les menaces, mais les boutons critiques seront grisés pour lui. Activité. Listez 3 types de personnel dans votre entreprise et choisissez le rôle FortiEDR le plus adapté pour chacun. Évaluation.
Un utilisateur voit les événements mais ne peut pas modifier la liste des applications bloquées. Quel est son rôle? La solution est le rôle Sécurité Analyst. Leçon 2.2, gestion du multi-tenancy. En introduction, si vous gérez 10 entreprises, vous ne voulez pas que l'entreprise A voie les virus de l'entreprise B. Le multi-tenancy est comme un immeuble où chaque entreprise a son propre appartement fermé à clé. L'objectif est de gérer plusieurs organisations isolées. Le contenu détaille qu'une organisation est une entité isolée avec ses propres politiques. Le Global Admin peut créer ces organisations. Il est aussi possible d'exporter les réglages d'une organisation pour les importer ailleurs. Exemple pratique, votre entreprise achète une filiale en Italie. Vous devez créer une organisation nommée Filiale Italie et créer des comptes utilisateurs liés uniquement à cette entité. La solution est que l'équipe italienne ne verra que ses propres serveurs. Activité, notez les 3 étapes pour déplacer un collector de l'organisation A vers la B. Évaluation, pourquoi un administrateur ne verrait-il pas le menu pour changer d'organisation? La solution est soit que le multi-tenancy n'est pas activé, soit qu'il n'est pas Global Admin. Conclusion du module 2, vous savez maintenant gérer vos troupes et organiser votre immeuble de sécurité. Passons au module 3. Module 3. Politique de sécurité. Ce module vous apprend à configurer les règles du jeu et à décider si FortiEDR doit observer ou bloquer. Leçon 3.1. Workflow des politiques et des modes. Introduction. Si vous installez une alarme dans une bibliothèque, vous la mettez d'abord en mode test pour éviter les fausses alertes. C'est la différence entre simulation et prévention. L'objectif est de différencier ces modes et comprendre l'ordre d'analyse. Le contenu précise que le mode simulation génère des alertes sans bloquer, ce qui est idéal pour identifier les faux positifs au début. Le mode prévention bloque l'action instantanément. Le Master Slider permet de basculer un groupe entier d'un mode à l'autre. L'ordre est NGAV, puis Ransomware Prevention, puis Execution Prevention. Exemple pratique. Pour un vieux logiciel comptable qui génère des alertes, vous restez en simulation, créez une exception, puis passez en prévention une fois que tout est propre. Activité. Dessinez l'entonnoir de sécurité avec les 3 filtres antivirus, comportement et communication. Évaluation. Un ransomware peut-il crypter des fichiers en mode simulation? La solution est oui, car FortiEDR ne bloque pas physiquement en simulation. Module 4. Fortinet Cloud Services et Playbook. Ce module explique l'intelligence dans le nuage et comment configurer des réactions automatiques. Leçon 4.1. Évaluation des événements par le FCS. Introduction. Le FCS est comme un laboratoire d'experts mondial. Votre serveur local prend une décision immédiate, mais le cloud confirme s'il s'agit d'une vraie menace ou d'une erreur. Le contenu détaille que le corps décide tout de suite et bloque en cas de doute. Le FCS analyse ensuite les métadonnées et procède à une reclassification automatique, ce qui transforme les alertes orange en rouge ou vert sans action humaine. On ne peut pas attendre le cloud car la vitesse est vitale face à un ransomware. Exemple pratique, un logiciel interne suspect est bloqué par le corps, mais le FCS voit qu'il est sûr et passe l'alerte au vert automatiquement. Activité. Expliquez pourquoi un écart de 15 secondes pour la confirmation du cloud n'est pas dangereux, si le blocage local a déjà eu lieu à 0,1 seconde. Évaluation. Pourquoi le FCS réduit-il la fatigue des alertes? La solution est que le FCS trie et nettoie automatiquement les événements. Leçon 4.2, Playbook de réponse automatisée. Introduction. Un playbook est comme un système anti-incendie automatique. Il définit une liste d'actions à faire dès qu'une alerte est confirmée. Le contenu. Liste les 4 types d'actions. Investigation pour collecter des données, remediation pour nettoyer, containment pour isoler l'ordinateur du réseau et external pour envoyer des notifications ou ouvrir des tickets. Exemple pratique. Pour un vol de mot de passe, un playbook peut stopper le processus, isoler le PC du Wi-Fi et supprimer le fichier malveillant en moins d'1 seconde. Activité. Concevez un playbook pour les ressources humaines et justifiez vos choix d'action. Évaluation. Citez les 4 catégories d'actions d'un playbook. La solution est investigation, remediation, containment et external. Conclusion du module 4. Vous êtes maintenant le chef d'orchestre de l'automatisation. Passons au module 5. Module 5. Contrôle des communications.
Ce module gère les logiciels légitimes mais risqués ou vulnérables. Leçon 5.1. Score de réputation et de vulnérabilité. Introduction. Un logiciel peut avoir une bonne réputation mais être fragile à cause d'une faille. On utilise les scores de réputation et de vulnérabilité. Le contenu explique que les vulnérabilités, ou CVE, sont des erreurs de programme notées de 1 à 10 par le NIST. La réputation, notée de 1 à 5, indique si le logiciel est connu et fiable. L'inventaire des applications permet de voir quels logiciels ne sont pas à jour. Exemple pratique. Si vous voyez une version de VLC de 2018 avec un score de vulnérabilité de 9.8, vous devez la mettre à jour, car elle permet une prise de contrôle à distance. Activité. Comment filtrer les applications vulnérables installées sur plus de 10 postes? Évaluation. Une application avec une réputation de 5 et une vulnérabilité de 9 est-elle sans danger? La solution est non, car elle reste une porte d'entrée pour les pirates. Leçon 5.2. Politique de contrôle des communications. Introduction. Ce réglage limite ce qu'un logiciel a le droit de faire sur le réseau, comme un vigile qui limite l'accès aux ascenseurs. Le contenu présente les modèles de politique. La politique Servers est très stricte car un serveur a des comportements prévisibles. On peut bloquer par catégorie, comme le peer-to-peer, ou créer des exceptions pour des flux IP spécifiques. Le mode Isolation coupe tout sauf la console d'administration. Exemple pratique. Pour interdire Dropbox à la finance, clonez la politique par défaut, passez Dropbox sur bloc et appliquez-la au groupe finance. Activité. Pourquoi préférer cloner une politique plutôt que modifier l'original? Évaluation. Quelle est la différence entre la politique Default et Servers? La solution est que la politique Servers interdit par défaut la plupart des communications sortantes inhabituelles sortantes. Conclusion du module 5. Vous avez terminé cette partie du parcours. Vous savez maintenant protéger, administrer, automatiser et réduire la surface d'attaque avec FortiEDR 7.0. Félicitations pour votre assiduité.